Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette dernière livraison de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Et c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Je vous propose de vous installer confortablement et de parcourir avec nous les principales unes sélectionnées par notre rédaction centrale d'Equinox Télévision. Et nous ouvrons tout de suite le bal avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle en sa une de crise anglophone et vous propose la prophétie Foncha. En d'autres termes, c'est le contenu de sa lettre de démission adressée au président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai l'honneur de vous informer, Excellence, qu'après réflexion, après avoir réfléchi, j'ai décidé de vous adresser ma démission du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sont des phrases qui étaient contenues dans la lettre de démission du président, de l'ancien vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sous Paul Biya et également ancien vice-président du Cameroun fédéral sous Ahidjo. Ce dernier avait déjà prédit les turpitudes et les turbulences qui ont cours actuellement dans les régions anglophones. C'est ce que vous propose de découvrir le journal La Nouvelle Expression. Et dans le registre de La Nouvelle Expression, le journal parle encore une fois de ce qui se passe dans le Nord-Ouest et la reddition des séparatistes 13 en baboy, entre guillemets, ont déposé les armes aux pieds du premier ministre, chef du gouvernement, décidant de quitter la brousse pour rallier les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Que cache cette décision soudaine? Que cache ce que beaucoup d'acteurs appellent une théâtralisation de la crise anglophone? Et puis Mutation vous propose également de pencher également sur ce sujet de la crise anglophone avec les avantages aux modérés alors que les trompettes de certaines personnalités retentissaient annonçant déjà une opération militaire à grande échelle sur le théâtre de la crise anglophone. L'arrivée du Premier ministre dans la région du Nord-Ouest sonne plutôt comme un positionnement stratégique en vue de négociations ou alors de pourparlers visant à ramener une paix durable. Alors cette fois-ci, c'est avantage aux modérés, c'est ce que nous dit Mutation. Et puis le Messager nous parle d'un apôtre, le Premier ministre chef du gouvernement, un apôtre de paix en champ de ruines. Justement, sur un champ de ruines, le Premier ministre chef du gouvernement a pu toucher du doigt le degré de destruction dont est la victime la région du Nord-Ouest depuis le début du conflit, de la crise anglophone. Et puis, nous parlerons également de cette autre nouvelle, ce vaccin contre le paludisme qui est finalement homologué sur toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne et le Cameroun Tribune qui titre « Enfin un vaccin ». Enfin un vaccin, c'est le titre du Cameroun Tribune, alors que l'Organisation mondiale de la santé, après avoir pu observer les chiffres favorables qui ont été recensés du côté du Ghana ou encore du Kenya avec le vaccin contre le paludisme Mouskinox, a décidé de finalement homologuer ce vaccin sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et puis, Mutation aussi en parle et parle du vaccin de tous les espoirs, alors que chaque année, des milliers, voire des millions de personnes meurent encore du paludisme en Afrique subsaharienne. Émergence aussi renchérit sur ce sujet et parle de l'espoir qui vient du vaccin. C'est le titre du journal Émergence, le paludisme qui est l'un des principaux tueurs en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, avec l'homologation de ce vaccin, se dirige-t-on vers le paludisme comme étant un mauvais souvenir. Le Messager aussi vous propose de vous intéresser à ce qui se passe du côté de la mutuelle des élites du village Fodjomankwet. C'est en pied de une du journal Le Messager. Le journal qui nous informe que le préfet du Vouri est sur le grill, lui qui aurait pris position pour une partie dissidente dans les élections, dans le processus électoral du côté de la mutuelle des élites de Fodjomankwet. Aujourd'hui, se prend les foudres de l'autre parti qui dénonce une ingérence partisane du pouvoir exécutif dans le processus électoral de ce côté-là. Voilà, de façon ramassée, les unes parvenues à notre rédaction centrale. Et pour comprendre les enjeux, les contours et les pourtours de ces principales unes, je reçois sur ce plateau deux journalistes, deux analystes qui vont décortiquer et émincer pour vous l'actualité parue dans les principaux tabloïds. Je prends d'abord à ma gauche, lui aussi journaliste, analyste, Georges Sémé. Bonjour. Bonjour à vous Cédric, bonjour à tous nos sympathiques téléspectateurs et permettez-moi à cette occasion d'avoir une pensée pour la grande communauté Bamoun
qui est frappé d'un grand deuil depuis quelques jours et qui va porter sous terre son sultan roi demain. Je crois que c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage à ce grand homme qui n'était pas seulement une icône pour cette communauté ou alors pour la région de l'Ouest, qui avait également une épaisseur républicaine avérée. Il a été plusieurs fois ministre, on le sait, il a occupé des fonctions politiques au sein du RDPC, mais surtout c'était un monarque très respecté dans sa région. Donc on dirait tout simplement que le roi est mort et vive le roi. Le roi est mort, vive le roi, alors que les Bamoun vont porter sous terre leur puissant monarque. Nous leur souhaitons tout le courage du monde, vivement. Un autre monarque pour monter sur le trône. À ma droite, par contre, lui est déjà sur le trône, sur sa place de panéliste qui va décrypter pour vous l'actualité parue dans les tabloïds, journaliste au sein du quotidien La Nouvelle Expression. Hervé Villar-Djelé, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à Georges. Permettez-moi également à la suite de Georges d'adresser mes sincères condoléances à toute la communauté Bamoun et tout le peuple Bamoun, victime aujourd'hui, en fait, qui va enterrer son chef demain, son sultan demain. Permettez-moi également d'adresser mes condoléances à toute la communauté sportive, parce qu'il faut quand même dire que c'était un féru de sport. C'était un grand sportif, l'un des précurseurs du mouvement sportif au Cameroun en matière de football, en matière d'infrastructure, qui s'en va. Il était parmi ceux-là qui a incité l'organisation de la CAN 1972 au Cameroun. Et je pense que c'est par là que beaucoup d'infrastructures sportives au Cameroun concernant le football ont pu être créées. Et il faudrait justement qu'à l'heure d'une seconde compétition en cours d'organisation chez nous, qu'on lui adresse vraiment non seulement nos sincères remerciements et qu'on lui souhaite que la paix de nos ancêtres lui soit légère. Oui, justement, que la terre de nos ancêtres soit légère au sultan roi des Bamoun qui s'est éteint il y a quelque temps. Nous allons ouvrir le bal, justement ouvrir notre séance de cette revue de presse, de cette revue des grandes unes avec le titre de La Nouvelle Expression qui s'intéresse au testament, la prophétie de Foncha, John Foncha, qui a été ancien vice-président du Cameroun fédéral sous Ahidjo et ancien vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce dernier qui annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui dans les régions anglophones du Cameroun. Que doit-on apprendre justement de cette lettre, de cette fameuse lettre de démission de John Foncha, Jean Sémé? Alors, la Nouvelle Expression nous a quelquefois habitués à des informations puisées dans le rétroviseur et c'est tout à fait intéressant parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent toujours pas l'histoire et l'histoire politique du Cameroun. Donc, du coup, je tire un coup de chapeau à la rédaction de la Nouvelle Expression dans laquelle officie mon compagnoniste Hervé Villar-Djelé. Alors, pour revenir à la lettre, je crois que elle met en avant le premier vice-président du RDPC de l'époque. Et la date du 9 juin 1990. Et elle est une lettre de démission dans laquelle John Foncha, qui par ailleurs a été premier ministre du Cameroun occidental, oui. Voilà, du Cameroun anglophone, du Cameroun britannique d'abord, et après du Cameroun occidental, avant d'intégrer le RDPC où il a occupé la fonction de premier vice-président national. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a donc adressé cette lettre au président national du RDPC en révélant certaines graves frustrations, non seulement des frustrations politiques, mais également des frustrations qui aujourd'hui ont des conséquences sur la crise anglophone, des frustrations d'ordre social et d'ordre idéologique. Alors sur le plan politique, j'ai lu une phrase extrêmement forte où il dit qu'il était devenu une sorte de nuisance ignorée et ridiculisée. Alors c'est une phrase extrêmement forte et qui se vérifie même encore aujourd'hui avec les opérations de renouvellement des organes de base du RDPC où on a vu des véritables batailles rangées dans un même parti et qui traduisent bien évidemment le malaise qui avait déjà été vécu à une certaine époque par John Foncha. Dans le même élément, il dit qu'il était utilisé comme une poudre aux yeux. Et il n'était pas écouté, il était devenu inutile. Ça traduit également le fait que plusieurs revendications portées par certains leaders anglophones n'avaient pas toujours été écoutées et ça a donné lieu d'abord à cette mobilisation corporatiste qui a débouché aujourd'hui à la crise anglophone. Donc je crois que la une de la Nouvelle Expression aujourd'hui est une qui devrait nous interpeller sur la gouvernance générale de notre pays, mais surtout sur l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le RDPC, qui est le parti dirigeant. Nous ne faisons pas la politique, mais ce que traduit aujourd'hui le John Foncha est la caricature de ce qui se déroule aujourd'hui au sein du RDPC et qui a donné lieu
à tous les spectacles que vous avez vus et qui a un impact malheureusement sur la paix sociale. Et comme c'est le parti gouvernant, ça a un impact sur la productivité du service public. Oui, justement. Et le journal Le Messager qui renchérit sur un autre qui pourrait bien être pris comme poudre aux yeux. C'est le premier ministre chef du gouvernement, l'apôtre de paix, dans un champ de ruines. John Gufoncha déclarait avoir été pris comme une poudre aux yeux pour aveugler la partie anglophone du Cameroun. Aujourd'hui, est-ce que Dion Bouté ne se retrouve pas dans la même situation? Est-ce qu'il n'est pas finalement le bouc émissaire du gouvernement? Pas bouc émissaire, pas forcément l'expression bouc émissaire, mais plutôt qu'il est exploité à d'autres fins politiques. Rappelez-vous que dans ce pays, les premiers ministres sont toujours à la partie anglophone du Cameroun. Et on sait dans ce pays que ça se dit partout que les premiers ministres n'ont pas réellement de pouvoir dans la République du Cameroun parce que certains ministres même ne les respectent pas. Et à plusieurs reprises, on a vu des bras de fer entre les ministres et certains notamment l'ancien ministre des Arts et de la Culture et le premier ministre de cette époque-là. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs exemples qu'on peut retrouver dans l'histoire ainsi. Comme pour vous dire que c'est juste le premier ministre là n'est qu'un figurant, il n'a pas de réel pouvoir. Et chaque fois, on l'a dénoncé dans ce pays. Et quand vous tombez dans la lettre de John Gufoncha, vous vous rendez compte effectivement que ce sont des éléments qu'il a évoqué pour faire comprendre à ceux qui gouvernent le Cameroun, par exemple la République, que non, il faudrait justement qu'il y ait une forme de redistribution de pouvoir. Surtout que dans le phénomène de construction de notre nation, nous sommes partis d'un État fédéré pour arriver à l'État unitaire. Et il ne faudrait pas oublier notre histoire pour ne pas frustrer des personnes hier qui ont décidé d'être avec vous. Il faut de temps en temps écouter également des sons de code qui parlent de ce côté-là. Et quand John Gufoncha a fait cette lettre en 1990 pour annoncer sa démission, c'est parce qu'il se rend effectivement compte qu'il n'est pas écouté. Or, dans son bastion, dans la communauté anglophone, lui qui est considéré comme leader, comme le porte-parole, est plutôt perçu comme quelqu'un qui est un traître, qu'il a préféré s'enrichir en oubliant ses frères. Et se sentant ça, qui dit il faudrait justement que je me fasse écouter du moins parce que si je ne me suis pas me fait écouter, faudrait-il que je quitte la barre pour que mes frères ne pensent pas que je les ai abandonnés. Oui. En réalité, dans l'État fédéral du Cameroun, dans les textes qui régissent l'État fédéral, il était quand même question que, même si Amadou Ahidjo a utilisé des subterfuges, n'a pas toujours respecté ce que les uns et les autres voulaient, il était quand même question qu'au niveau de la répartition des pouvoirs, que la partie anglophone ait son mot à dire dans la gestion du Cameroun, parce qu'il y a quand même deux États qui ont décidé de se mettre ensemble. Mais curieusement, ça n'a pas toujours écouté. Et même le cri d'alerte de John Gufoncha, après sa démission, n'a pas toujours suscité l'intérêt auprès du président de la République, auprès de ceux-là qui gouvernent le Cameroun. Parce que là, il faut quand même dire que ce sont des signaux forts. Et les signaux forts avaient été lancés dès lors que le Cameroun s'était mis sous les deux nations avaient décidé d'être un État fédéré déjà, de vivre ensemble. Les gens percevaient déjà le fait qu'on va tenter de noyer la partie francophone va tenter d'absorber la partie anglophone. Et du coup, ceux-ci ne devraient plus avoir droit à la parole. C'était ça les craintes hier. Et malgré les assurances, on constate effectivement que cela est arrivé. La partie anglophone a bel et bien été phagocytée. Phagocytée et flouée même. Ce qui fait que ça a créé des frustrations. John Gufoncha, quand il s'est démissionné en 1990, attire l'attention sur l'État. Il faut faire des choses. Malheureusement, ce cri d'alerte n'a pas toujours été écouté. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que nous voyons. En fait, la nouvelle expression fait tout cela à dessein. Vous avez constaté effectivement qu'il y a également des lettres d'ancien ministre Achoyi, oui, qui revient également pour présenter les problèmes anglophones présentés hier, pour nous dire, du moins à l'attention des Camerounais, et pour dire à ceux qui nous gouvernent que on a des moyens pour résoudre cette crise. Voyez les pistes de résolution de cette crise et ne cherchons pas de solutions ailleurs que dans ces faits qui sont relayés par des pionniers, pas des anglophones, et pas ceux hier qui étaient porte-parole des anglophones. Or, curieusement, on a l'impression, on ne les écoute pas, et la situation de cette guerre ne fait que s'empirer, et des Camerounais meurent au quotidien. Oui, justement, les porte-paroles anglophones d'hier n'ont pas été écoutés par les pouvoirs publics. Les porte-paroles anglophones d'aujourd'hui, le Premier ministre, n'est plus écouté par ses semblables. Aujourd'hui, John Gufoncha, dans sa lettre, mentionne une redistribution des cartes du pouvoir. Est-ce que la solution ne serait pas finalement un président provenant des régions anglophones du Cameroun? Alors, il faut me poser une question à deux volets. D'abord sur
John Goufoncha, je crois que dans sa lettre de démission, il y a 2 points importants. Il faisait déjà état de la dégradation des infrastructures à cette époque. Oui. Et je crois que nous le vivons encore aujourd'hui. Et ça fait partie d'un volet des revendications de ceux qui ont porté aujourd'hui cette révolution, entre guillemets, de la partie anglophone. Mais il a également fait état de ce jeu trouble utilisé par le pouvoir central qui n'a pas toujours respecté le gentleman agreement non écrit sur la répartition de certains postes, surtout dans l'administration, de l'administration centrale. C'est écrit noir sur blanc là-dedans. Et ce qui a suscité, entre autres raisons, ce qui a suscité son départ du RDPC. Maintenant, pour revenir au Premier ministre John Ngouté. Bon, écoutez, ce n'est pas un bouc émissaire. Il n'est pas un bouc émissaire. Si ça n'avait pas été lui, ce serait forcément un autre. N'oublions pas qu'il est d'abord un juriste de formation. Et qu'au sein du gouvernement, il a été, avant d'être Premier ministre, ministre délégué chargé du Commonwealth, je crois. Donc, il connaît très bien le grand dossier d'État. Voilà, il connaît très bien le grand dossier d'État. Il connaît le droit, mais il connaît également la diplomatie. Et il y est forcément... Il est chef traditionnel également de ce côté-là. Effectivement. Il a les éléments pour mieux comprendre. Effectivement. Oui, mais ça a suffi, a été incendié. Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, et le fait d'être chef traditionnel n'apporte pas un certain impact dans la résolution de la crise anglophone. Oui. On a vu que les sécurités se sont attaqués même aux chefs traditionnels, parfois ils les ont tués. Donc je crois qu'il a des atouts pour aller s'adresser aux forces vives et aux élites de ce côté-là, et même aux sécessionnistes. Il n'y est pas surtout en tant que Premier ministre. N'oublions pas qu'il est le coordinateur national du PPRD Nozo, qui est le plan de reconstruction du... Mais il est également le responsable en chef du comité de suivi des recommandations du dialogue national. Donc, c'est sous cette triple casquette-là qu'il est en région anglophone. Donc, je ne peux pas dire qu'on peut, a priori, parler d'un échec ou alors d'une faiblesse de sa part, ou alors d'être utilisé comme un instrument au même titre que John Goufoncha l'était à cette époque-là. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder et laisser le temps faire les choses. Laisser le temps faire les choses. C'est un journal qui parlait tout à l'heure de certains sécessionnistes qui ont déposé les armes. Je crois que c'est la nouvelle expression 13. Ce n'est pas négligeable. Il y en a déjà eu bien d'autres avant. Donc je crois que ça évolue quand même, mais il reste qu'il y a toujours des morts du côté sécessionniste dans les populations, mais également au sein de l'armée camerounaise. Et c'est ce que nous décrivons aujourd'hui, donc, avec ce nouvel élan du Premier ministre qu'il a pris, sachant qu'il était déjà il y a 3 semaines. Oui. Déjà il y a 3 semaines. Avec ces dispositions qu'il est en train de prendre, on espère que cette fois-ci, il y aura une solution durable qui va sortir de ces consultations. Justement, laisser le temps au temps. Et justement, il a fallu du temps pour l'avoir. Les journaux nous disent, aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a finalement homologué un vaccin contre le paludisme qui est la cause principale des décès dus aux maladies en Afrique subsaharienne. Le Cameroun Tribune nous dit enfin un vaccin, pendant que Mutation et Émergence parle de l'espoir qui vient du vaccin et le vaccin de tous les espoirs. Aujourd'hui, les Africains, avec déjà, je me tourne vers vous en premier, Georges Sémé, l'avènement d'un nouveau vaccin dans un contexte marqué par la théorie du complot autour des processus de vaccination contre la Covid-19. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour mettre un tel vaccin en circulation? Paix à son âme, notre confrère Amobe Mevege, qui est décédé il y a quelques jours, et la raison officielle de son décès, c'était le palu. Donc ça veut dire que le paludisme reste encore un tueur, une pathologie tueuse à ne pas négliger. Et quand nous annonce aujourd'hui, après des millions de morts, que enfin nous avons un vaccin, c'est mondial, ce n'est pas un vaccin camerounais, c'est mondial. C'est mondial. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Bien, on espère simplement que les freins juridiques et administratifs ne viendront pas entraver sa mise en œuvre, sa distribution. Donc il faut que les États veillent à ce que ce soit accessible au plus grand nombre. Pourquoi pas gratuitement? Pourquoi pas gratuitement? C'est vrai que beaucoup de millions ont été dépensés pour que le protocole vaccinal soit aujourd'hui créé, mais nous aimerions qu'il y ait des subventions,
un lobby mondial afin que ce vaccin soit gratuit ou alors du reste valoir un franc symbolique pour que les grandes masses y accèdent. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi et j'espère que ça va très vite arriver au Cameroun afin que on s'en préoccupe parce que on ne veut pas subir le même sort que Amo Bempege qui est malheureusement parti trop tôt et les autorités camerounaises devaient prendre toutes les mesures afin que ce vaccin soit mis à la disposition des populations. Justement, le vaccin qui est arrivé aujourd'hui, au-delà, Hervé Villardjelais, au-delà des freins administratifs qui pourraient entraver la mise sur le marché effective de ce vaccin contre le paludisme, est-ce que dans l'imaginaire collectif des Camerounais, on va contextualiser des Camerounais, ce vaccin n'est pas sujet à un peu de suspicion? Mais je pense que c'est normal qu'il y ait des suspicions. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a fallu beaucoup de coups de gueule, beaucoup de pression sur les réseaux sociaux et beaucoup de rapports. Parce qu'on n'a pas compris avec quelle célérité la Covid-19 à peine annoncée qu'il y ait directement une foison de vaccins pour pouvoir prendre en charge cette maladie et pour la soigner. Pendant que depuis des centaines d'années, on meurt de paludisme en Afrique. Chaque 3 décembre, on célèbre la journée mondiale du palud et les bilans sont effroyables. Ouais. Ça veut dire qu'on aurait utilisé la même dextérité avec laquelle on a couru vers le vaccin, pour la recherche du vaccin contre la Covid. Dans la recherche du vaccin contre le paludisme. On a l'impression que Big Pharma, ces firmes pharmaceutiques du moins, tous ces firmes pharmaceutiques qui financent les laboratoires ont d'autres intérêts que la recherche réelle de la santé. Et surtout que le paludisme, c'est une maladie qui ne touche que ceux qui sont au-dessus du Sahara, plus exactement. C'est une maladie tropicale, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ça chez eux. Peut-être c'est parce que ça ne concerne que les Africains qu'il n'y a pas une urgence, une urgence à aller chercher le vaccin. Comme pour dire que nous, on peut mourir, ça ne change rien au monde. On peut donc comprendre que les gens soient un peu dubitatifs, que les gens soient un peu craintifs, que les gens disent pourquoi? Ou c'est parce que la pression, est-ce qu'ils ont plutôt cédé à la pression? Moi, je préfère penser que le second argument est celui qui a permis qu'on mette sur pied finalement un vaccin pour lutter contre le paludisme. Parce que les Africains, ils sont morts par milliers et par millions même. Et continuent d'ailleurs à mourir. Malgré les mesures prises, on a les médicaments tous les jours, on a les moustiquaires, on a même dit que le paludisme est devenu une entreprise mondiale et l'OMS et ses partenaires savent comment il faut pour se secouer derrière le paludisme. Parce que nous sommes dit qu'il n'y a pas réellement une volonté manifeste de soigner cette maladie. Parce que, comment on peut comprendre, depuis 50 ans, depuis que le paludisme existait, il y a des traitements tous les jours, des palliatifs, mais pas de traitements définitifs. On peut voir que vous connaissez l'histoire de la moustiquaire imprégnée au Cameroun. Tout à fait. Combien de milliards et de milliards de déboursés pour ça? Vous connaissez, tous les jours, il y a des choses qui sont faites pour aider les gens à lutter contre le paludisme. Alors qu'on sait que pour soigner le paludisme, il n'y a que le vaccin qui nous permet l'organisme à y résister. Heureusement, c'est arrivé. Vaut mieux tard que jamais, on peut le dire. Maintenant, je suis avec Georges pour dire que c'est une bonne chose. Il ne faut pas tellement être alarmiste. Oui, alarmiste, bien sûr. Il faudrait justement que si ce vaccin il est confirmé, il est bien qu'on vérifie effectivement que quand on l'aurait pris, ça va effectivement soigner le paludisme. Si le paludisme peut disparaître en Afrique, je peux vous rappeler que sur le plan économique, le paludisme seul constitue le budget, 40% du budget de chaque famille. Vous imaginez que si des familles utilisent 40% de l'argent qu'ils n'ont pas encore, et quand on sait que ce sont une famille pauvre, vous comprenez que si on réussit à stopper le paludisme, peut-être que le redéploiement de l'économie, la relance de l'économie camerounaise, le pouvoir d'achat va aussi augmenter, et que finalement la pauvreté ambiante va diminuer tout d'un coup. Donc c'est une bonne chose et forcément que des choses arrivent. Oui, justement, messieurs, je vous propose de vous intéresser à autre chose qui sort un peu de l'ordinaire, ce qui se passe, le messager titre dessus, ce qui se passe du côté de la mutuelle des élites de Fodjomankwet. Nos journalistes d'Equinox Télévision se sont rendus sur le terrain pour savoir ce qu'il en était de ce côté-là. Une élection anticipée a été organisée de ce côté-là pour pistonner une partie dissidente de cette mutuelle des élites de Fodjomankwet. Aujourd'hui, c'est la grogne
et le préfet du Vouri se retrouve sur le banc des accusés par les ressortissants de ce village-là. Comment est-ce que vous appréciez, Georges Sémé, ce qui se passe du côté de la mutuelle de Fodjo-Montcouet? D'abord, j'aimerais dire que j'ai été informé de ces faits, mais personnellement, je ne me suis pas rendu pour un agenda qui était assez chargé. Mais nos confrères du Messager nous ont apporté des éléments qui nous permettent de dire que effectivement, il y avait de l'eau dans du gaz au sein d'une communauté, au sein des frères de cette communauté Fodjo-Montcouet, avec une intervention du préfet du Vouri. Les choses se passent à Douala, pas Fodjo-Montcouet, dans l'arrondissement de Douala 5e. Donc le préfet du Vouri, M. Benjamin Boutou, est aujourd'hui accusé d'avoir pris position en faveur d'un camp et a favorisé l'élection de ce camp. Alors, je crois que cette intervention dénote de ce que nous décrions à chaque fois sur le rôle de l'administratif en matière politique et en matière associative. C'est ce qui s'est passé également du côté de Bengbis. Voilà, je pense que la présence de l'autorité administrative dans ce type de concertation est d'abord pour préserver l'ordre public, ensuite pour effectuer un contrôle de légalité. Alors, il ne peut pas s'ingérer. Je dis que je n'ai pas tous les éléments, donc je crois que je vais enquêter après l'émission. Je n'ai pas tous les éléments pour affirmer effectivement que le préfet du Vouri s'est ingéré dans l'organisation de cette assemblée élective, puisqu'il s'agit de ça. Donc, je pense que ce qui est révélé aujourd'hui par plusieurs personnes, c'est le fait que le préfet du Vouri ait choisi un camp. Et je pense que c'est mauvais, c'est mal, nous le décrivons à chaque fois. L'autorité administrative est là pour contrôler la légalité. Avec la décentralisation, aujourd'hui, il ne peut plus effectuer un contrôle a priori, comme c'est le cas. Il effectue un contrôle de légalité et en le cas, il préserve également l'ordre public. Alors si les faits sont avérés, je crois que c'est extrêmement grave parce que il y a eu un trouble à l'ordre public et il y a même eu des bagarres, dit-on. Des bagarres pas seulement entre membres de la mutuelle, mais même sur des journalistes. Donc c'est extrêmement grave du fait de ce qu'il y a eu ce piétinement administratif de l'autorité qui en réalité ne devrait pas être à sa place. Oui, justement, les journalistes d'Equinox Télévision qui ont été, on va dire cela comme ça, séquestrés au moment où ces derniers tentaient d'en savoir un peu plus sur l'affaire. Et Viviane Djelé, cette grogne-là, est-ce qu'elle n'est pas symptomatique de ce qui se passe dans les différentes associations et même dans les partis politiques au Cameroun? Oui, il faut dire que je vais commencer par condamner le fait qu'on soit attaqué aux journalistes d'Equinox, Camarama et autres, nos confrères qui étaient là-bas. Vous savez, par solidarité professionnelle, on devrait condamner cela. Les gars ne sont pas partis, ne font pas partie de vos histoires, ils ne sont pas là. Ils sont pas allés voter. Ils sont pas allés voter, ils ne sont pas dans votre guerre, ils sont tout simplement venus chercher des informations qui est leur mission principale. Et je pense que chaque fois que vous êtes assis devant votre téléviseur, vous regardez les informations de notre télévision, c'est parce que des gens sacrifient leur temps. Il leur vit même aller pour aller chercher ces informations-là. Donc, vraiment, de grâce que ce genre d'action ne puisse plus être commise. Il faudrait vraiment qu'on ait ça avec la dernière énergie. Ce n'est pas admissible. Revenons donc sur les problèmes qui sont au sein de cette communauté. Il faut quand même reconnaître que c'est un regret qu'on comprenne que des gens ne puissent pas s'entendre alors que c'est eux-mêmes qui ont rédigé leur propre texte. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il y a toujours cet esprit malin qu'il y a au sein des dirigeants. Soit ils veulent flouer les autres, soit ils veulent se remplir les poches, soit ils veulent se maintenir au pouvoir, utilisent tous les subterfuges pour pouvoir maintenir une situation. Et ça crée donc ce genre de boulimie, ça crée ce genre de problème. Or, il faudrait tout simplement que l'autorité administrative, le préfet, qui a pour mission de veiller, de garantir la sécurité des biens et des personnes dans son territoire de compétence, puisse effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement de ce côté-là. C'est son pouvoir. Et c'est même sa mission principale. Mais ce qui est à prendre parti, il faudrait justement qu'avant de prendre le choix de sa position soit effectivement la légalité pour que la paix revienne. Et justement, c'est avec cette information du Messager que nous refermons cette dernière livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci, Georges Sémé. Tout le plaisir est toujours pour moi. Justement, merci aussi, Hervé Villadjelé. Bon week-end à tous ceux qui nous regardent. Bon week-end, mesdames et messieurs. Si vous ne faites rien, et même si vous faites quelque chose, continuez à vous informer sur Equinox Télévision pour avoir l'information. Juste en attendant, les programmes se poursuivent sur nos antennes tout de suite après 10-12 de Zénith, emmené par Michel Gachou et toute l'équipe. À de là lundi.